de l'armée française. Je vous en prie. D'accord, je vous en prie, monsieur le député. Le 13 mai 2007, toujours hein, dans notre crise là, il y a un jeune homme qui s'appelle Firmin Maé, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Si on peut l'appeler un petit bandit. Ils barraient les routes pour prendre de l'argent avec les gens. Et l'armée française, comme elle était éparpillée un peu dans cette zone-là, elle se rend compte qu'il y a des bandits. Alors, il y a eu des échanges de tirs et le jeune Firmin Maé est atteint, blessé grièvement. L'armée française l'embarque. Entre le lieu de l'embarquement jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital, il est étouffé, mort dans la voiture, dans le blindé de l'armée française. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, le procès a été réactivé. Et vient de s'ouvrir. Aujourd'hui, au parquet de Paris. Pour dire que ce que nous disons, ce sont des faits qui existent. J'aurais pu allonger la liste, mais je pense que nous n'avons rien contre la France. Parce que les Ivoiriens sont des Français. Avant 1960, tous nos parents avaient la nationalité. Pratiquement, nous étions des citoyens français. Mais il y a certains dirigeants de la France qui ont massacré notre peuple, qui ont massacré nos populations, pour des intérêts que nous devinons très bien. Nous le savons tous, parce que nous sommes Ivoiriens. Nous avons un franc CFA qui a des bonnes acquaintances ici en France, une bonne base ici en France. Avec ce que les présidents Chirac et Nicolas Sarkozy ont fait à notre nation, si la France ne se ressaisit pas, nous aurons de grosses rancœurs vis-à-vis de la France pour l'avenir. Je voudrais évoquer le troisième point, la question des droits de l'homme. Monsieur le député, lorsque nous regardons les chefs d'accusation de la Cour pénale internationale contre M. Laurent Gbagbo, il est poursuivi, dit-on, pour crime contre l'humanité, pour violation grave des droits de l'homme. Il est co-auteur, mais je dis qu'il est poursuivi pour cela, puisqu'il était chef de l'État des Côtes d'Ivoire. Aujourd'hui, tout ce qu'on reprochait à M. Laurent Gbagbo continue de se perpétrer en Côte d'Ivoire, à l'heure où nous parlons. Oui. En apparence, il paraît que la Côte d'Ivoire, la démocratie est rétablie, nous avons un président. Non, mais non, ce n'est pas vrai. Prenons le statut de l'opposition. M. Laurent Gbagbo a un parti politique qui s'appelle le Front Populaire Ivoirien, dont la représentante est ici. Il est renversé, M. Laurent Gbagbo est en prison. Mais M. Alassane Ouattara poursuit tous les responsables du Front Populaire Ivoirien. Il les traque partout. Tant habitants que dans tous les pays où ils se sont réfugiés. Tous les dignitaires de ce parti sont en prison. Comment voulez-vous que nous fassions aujourd'hui la démocratie? Ils sont tous traqués, ils sont tous poursuivis. Ce que je dis là, je le résume, mais c'est écrit. Et on va vous laisser cela, et vous-même, vous allez vous en apercevoir. Il y a une dictature que M. Alassane Ouattara instaure dans le pays. Il n'y a plus la liberté d'expression. Si vous ouvrez la bouche, soit c'est pour faire ses éloges, sinon le lendemain, il y a les FRC qui gouvernent avec lui, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qu'il a créées précisément le 7 mars 2011, au moment où il était à l'hôtel du Golfe. C'est-à-dire qu'il a pris la rébellion, qu'il a déguisée, qu'il a transformée du moins en force républicaine de Côte d'Ivoire. Sinon, ce sont les anciens rebelles. Et ce sont eux aujourd'hui. La police et la gendarmerie sont désarmés. Il n'y a que ces gens-là qui ont les armes. Donc, une fois que vous n'êtes pas d'accord avec le président, le lendemain, en tout cas la nuit, on vous visite. Et j'ajoute, dans l'ouest de notre pays, il y a le peuple de Diokwe. Si vous avez suivi la crise ivoirienne, les 28 et 29 mars 2011, quelques jours avant qu'on ne prenne M. Laurent Gbagbo, parce qu'il a été arrêté le 11 avril 2011. Juste avant qu'on ne l'arrête, c'est la Croix-Rouge qui découvre que dans la zone de Diokwe, il y a eu environ 1000 personnes qui ont été massacrées parce qu'elles étaient des pro-Gbagbo. Et là, les faits existent. Au niveau de la question des droits de l'homme, monsieur le député, je voudrais pouvoir ne pas, parce que c'est mon domaine, c'est vrai, mais je ne veux pas allonger la liste. Je voudrais seulement citer les rapports de Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, basée ici à Paris. Et toutes les organisations de défense des droits de l'homme disent la même chose. Les FRC, les forces pro-Ouattara, massacrent les populations journellement. La justice n'est pas équitable, elle est aux ordres. Dans les documents que nous vous versons, il y a une liste de toutes les personnes politiques qui ont été arrêtées. Environ 300 personnalités.
sont arrêtés. Je vous l'offre. Pour terminer mon propos, je m'arrête là, tout ce qui est peut-être dans l'échange, les uns et les autres pourront peut-être faire quelques additifs. Mais pour pouvoir terminer sur la question de ce que nous appelons nos conclusions et propositions, je voudrais vous lire juste ce draft. Nous disons que, considérant que suite à l'élection de 2010, M. Alassane Draman Ouattara est finalement parvenu à la tête de la Côte d'Ivoire, non pas par la volonté du peuple ivoirien, mais plutôt par la volonté de la communauté internationale, et notamment de la France, de M. Nicolas Sarkozy. Parce que c'est son ami. Je rappelle en parenthèse qu'il y a 20 ans, Nicolas Sarkozy mariait le couple Alassane Ouattara. Depuis, ils ont noué une amitié. C'est toujours bon à savoir. Considérant que malgré l'arrestation du président Laurent Gbagbo et son transfert devant la Cour pénale internationale, la situation sécuritaire et socio-économique de notre pays est de plus en plus préoccupante. Notant que dans cette situation tragique que connaît le pays, les filles et les fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont en particulier subi ce que nous appelons un génocide. On n'a pas le temps, mais on peut voir les textes sur les conventions de Genève. On voit très bien que tous les critères du génocide sont réunis. C'est le même peuple qui a été massacré. Le bilan est lourd. Et il y a des fils de Ouai qui sont dans la salle ici. Je peux le témoigner. Vu qu'en lieu et place d'un état de droit et d'une justice équitable, le régime de M. Ouattara instaure une véritable dictature en Côte d'Ivoire qui compromet gravement la réconciliation nationale et la cohésion sociale. La plupart des Ivoiriens de la diaspora, aidés même par leurs frères africains, tirent les conclusions suivantes et font les recommandations ci-après. 1. Nous condamnons toutes les violations graves des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité qui ont cours quotidiennement en Côte d'Ivoire depuis l'avènement de M. Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Nous dénonçons ce que nous appelons le génocide du peuple Ouai en Côte d'Ivoire et tenons M. Alassane Ouattara principalement pour responsable de tous les crimes commis contre cette population par le biais de ses soldats FRC. Nous condamnons la justice des vainqueurs, mise en œuvre par le nouveau régime ivoirien et dirigée exclusivement contre M. Laurent Gbagbo, sa famille, ses collaborateurs, ses partisans ou sympathisants. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques ivoiriens, à commencer par celle de M. Laurent Gbagbo. Je rappelle aussi que la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le traité de Rome, instituant la Cour pénale internationale. Et que M. Laurent Gbagbo avait été le premier à écrire à la Cour pénale internationale lorsque les rebelles sont advenus en 2002. La Cour pénale internationale avec M. Ocampo n'a pas bougé. Subitement, M. Alassane Ouattara arrive, comme il a été instauré par la communauté internationale, mais la Cour pénale internationale se met en branle. 2 poids, 2 mesures. Nous ne le supportons pas. Et nous exigeons la mise aux arrêts de tous les chefs de guerre qui gouvernent aujourd'hui aux côtés de M. Alassane Ouattara. Tous les rapports des institutions crédibles des droits de l'homme l'attestent. Nous exigeons donc leur arrestation pour qu'advienne en Côte d'Ivoire une justice équitable et juste pour que naisse la réconciliation nationale. Mais nous allons plus loin. Nous disons que M. Alassane Ouattara et M. Nicolas Sarkozy, ils doivent répondre de tous les crimes qui ont été commis dans notre pays. Tant par les FRC de M. Ouattara que par les soldats de la licorne. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des soldats qui sont aujourd'hui jugés. La France, nous la considérons toujours comme la mère des droits de l'homme. Et nous espérons qu'elle pourrait être juste dans ce qui s'est produit dans notre pays. Et le dernier point, le point 7, nous demandons enfin que toute la lumière soit faite sur l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. On peut considérer que c'est utopique, parce qu'il est en train de gouverner, mais il ne gouverne pas avec l'assentiment de tous les Ivoiriens. Beaucoup sont en exil. Moi, je me trouve là, par exemple. Les universités sont bloquées. Donc, finalement, nous sommes dirigés par un monsieur dont nous ne sommes pas sûrs qu'il est l'élu de l'élection. Il est le vainqueur de l'élection. Mais nous ne savons pas où crier. Parce que la communauté internationale nous a fermé toutes ses portes. On ne vous fera pas les comptes rendus des démarches que nous faisons, mais parfois on nous reçoit dans des chancelleries. On dit, écoutez-vous, la Côte d'Ivoire, le dossier est classé. Nous, on a fini avec vous. On vous a envoyé la démocratie. Allez, dites-nous merci. Et on massacre une partie du peuple ivoirien. Pour terminer, monsieur le député, nous réitérons nos remerciements. Le temps que vous avez mis là pour nous recevoir, c'est un soulagement moral. Ne serait-ce que à ce niveau déjà.
Nous attendons beaucoup de vous parce que vous êtes un élu de la nation française. Vous êtes un élu du peuple français. C'est vrai que vous n'êtes pas le Messie, mais déjà, vous pouvez beaucoup. Parce que vous avez une très bonne réputation, monsieur le député. Vous qui avez osé faire une grève de plusieurs semaines pour dénoncer une situation. Nous fonctionnons un peu comme vous. Parce que nous ne pouvons pas accepter l'injustice. Je vous remercie. Bien, écoutez, c'est vraiment très émouvant. Je vous en prie. Je n'avais pas eu, comment je dirais, je n'avais pas eu cette vision telle que vous me l'avez présentée. Elle n'a pas été présentée en France. Jamais. Je regardais la télévision, je suis député pourtant. Je me souviens des événements de 2010. Il me semble que l'opinion française a quand même été toujours un peu partagée, pour autant qu'il m'en souvienne. Une partie de la presse aussi. Tout à fait. Mais bon, un événement chasse l'autre. Il y a tellement d'événements partout dans le monde. Voilà, malheureusement, vous êtes une victime de ce grand mouvement mondial où l'homme est souvent un peu perdu de vue, et les droits de l'homme avec. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, ce que vous dites. Moi-même, j'étais interrogatif parce que je trouvais que l'attitude de la France était soudain très différente de ce qu'elle avait été depuis quelques années. Elle a toujours été très habile et très inspirée en Afrique, mais là, je trouvais que cette violence, notamment contre votre flotte aérienne, je me souviens des explications de Mme Alliot-Marie, qui était ministre des Affaires étrangères à cette époque-là. Je ne le ressentais pas bien, quoi. Il y avait quelque chose, mais si vous voulez, je n'étais pas en charge du dossier. Et bien que j'aime beaucoup votre pays, que je me sois rendu à plusieurs reprises, je n'avais pas les éléments pour... voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que vous me dites m'interpelle, résonne dans ma tête. Je vous en prie. Alors je ne sais pas si d'autres personnes de votre délégation souhaitent s'exprimer. Moi je voudrais surtout vous dire que, enfin, c'est au niveau de... Il y a peut-être une double question. La première, c'est comment cette force venue de l'étranger, qui était composée certes d'enfants de Côte d'Ivoire, notamment, si j'ai bien compris, Tout à fait. a-t-elle pu pénétrer comme ça, par surprise, certainement? Comment ça s'est produit? C'est en 2002? 2002, exactement. 2002. Comment cela s'est-il produit? Comment c'est arrivé? Est-ce que vous aviez des éléments qui vous permettaient de penser que ça pourrait se produire? Est-ce qu'il y avait un contexte dans une région qui était plus sensible? Je ne sais pas, est-ce que vous aviez... Oui, Excellence. Chez nous, en Côte d'Ivoire, en fait, les députés, quand on s'adresse à lui, on dit honorable. Donc, c'est ce qui fait que... Ah oui, honorable, monsieur le député. En fait, notre pays a connu un coup d'État en 1999. Le premier coup d'État dans notre pays. C'est-à-dire qu'après Oufouette, le premier président, le pays fonctionnait normalement, il décède en 1993, et puis il a un successeur en vertu de la Constitution, qui s'appelle M. Henri Konan Bédié. Donc Bédié arrive en 1993, et en 1995, on fait les élections. Oui. Bédié est président de la Côte d'Ivoire de 1995, et en 1999, le 24 décembre, il y a eu un premier coup d'État dans notre pays. À partir de là, les jeunes soldats qui ont fait le coup, beaucoup parmi eux se sont retrouvés au Burkina Faso. Ils ont élu leur base là-bas au Burkina Faso. Et c'est depuis là-bas que, monsieur le député, il faut dire les choses. Nous savons beaucoup de choses, mais vous savez que tant qu'on n'a pas les preuves